Bienvenue dans cet épisode d'Essence of Life, le podcast qui t'invite à explorer les profondeurs de ton être pour retrouver ton équilibre, ta clarté et ton véritable essence. Aujourd'hui, pour le deuxième sujet, nous abordons une question aussi importante que la première que nous avons abordée, une question qui peut transformer ta vision de toi-même et de ta vie. Qu'est-ce que l'ego ? Je suis Zara, coach de vie et formatrice. Allons-y. Dans de précédentes vidéos sur YouTube et d'autres conférences, j'ai expliqué ce que c'est l'ego et comment au fil des années, il a pris le contrôle de nos vies. Dans le podcast d'aujourd'hui, je vais revenir sur la naissance de cette entité qui fait partie intégrante de notre fonctionnement, l'intérêt de son existence, son rôle et le danger quand elle se prend pour nous. Je t'invite à mettre pause et d'aller chercher une petite boisson, de t'installer confortablement et de me suivre dans cette merveilleuse découverte de toi-même. L'ego a commencé à exister quand l'être humain a commencé à développer son énergie mentale. Il faudra retourner en arrière à l'époque d'Adam et Ève. Avec le développement de l'énergie mentale, nous avons hérité du pouvoir de choisir. Nous sommes les seules créatures sur Terre à avoir le libre arbitre, la conscience. Nous sommes la création d'un grand créateur, avec plein d'autres créatures. Moi, je l'appelle Dieu, je suis croyante. Toi, tu peux l'appeler comme tu as l'habitude d'appeler cette immense puissance divine à la source de tout, qui est partout, qui sait tout, qui gère tout, qui est unique et qui a mis des principes et des lois dans cet univers visible et invisible. C'est important que je te précise que la partie cerveau dont on parle aujourd'hui, qui s'est développée avec les années, fait parfaitement ce à quoi elle a été créée. On va voir comment tout a dérapé et pourquoi. Notre force mentale ou notre super organe qui est le cerveau est composé de deux parties. Bien sûr, tout ce que je vais développer aujourd'hui provient de sources scientifiques, spirituelles et autres. Ces deux parties ne sont pas physiquement séparées ou que le cerveau est coupé en deux. Bien entendu, ce qui se passe dans nos cerveaux est invisible. Jusqu'à aujourd'hui, la science n'arrive pas à situer nos pensées, nos réflexions, nos habitudes, nos croyances. Je t'invite à faire une recherche sur Internet où tu vas voir cette histoire de scientifiques qui ont en fait découpé le cerveau afin de voir où se stocker les informations, les pensées et les croyances humaines. Je t'invite vraiment à regarder, mais tu t'en doutes bien qu'ils n'ont rien trouvé. Je vais te parler du fonctionnement énergétique et électromagnétique de notre cerveau. Donc, on a une partie qui s'appelle le conscient, donc qui gère les fonctions de tous les jours, les fonctions conscientes, les fonctions courantes, calculer, analyser, choisir, ok ? Et nous avons une partie donc qui s'appelle le subconscient. C'est comme le software de l'ordinateur où se trouvent toutes les programmations, les applications en arrière-plan, toutes les opérations passées, etc. Je fais le lien avec l'ordinateur parce que c'est vraiment l'exemple qui se rapproche le plus du fonctionnement de notre cerveau. L'ordinateur est un outil, est une machine extrêmement complexe et extraordinaire, fabriquée ou on va dire pensée, développée, fabriquée par un humain. Ok, l'humain sera toujours au-dessus de la machine, s'il sait bien sûr gérer sa vie. Et c'est à l'image de ce puissant organe qui est notre cerveau. Donc je vais de temps en temps revenir à cet exemple-là et te dire, rappelle-toi, voilà, disque dur, software, etc. Donc comme quand tu achètes un ordinateur qui est complètement vide, tu commences à l'utiliser dès le premier jour, tu commences à installer des applications, tu commences à rédiger des documents, tu commences à stocker des informations, c'est exactement la même chose pour notre cerveau. L'ego, c'est cette partie du mental qu'on a créée au fil des années depuis notre premier jour. Il s'est créé afin de nous aider dans la vie. À la base, son but est plutôt sain et positif. Ok ? C'est un concept central en psychologie et en philosophie spirituelle. Il est donc cette partie de toi, responsable de ton identité personnelle et de ta conscience de toi. Il fonctionne comme une tour de contrôle, gérant tes pensées, tes émotions et tes comportements en se basant sur tes expériences passées et tes croyances et certitudes enregistrées. Il peut être utile dans notre monde social, jusqu'à une certaine mesure.
Sinon, il devient vite nocif quand il devient excessivement attaché à une certaine image de soi, des possessions matérielles et des statuts sociaux ou à des croyances rigides. C'est à partir de là que commence la souffrance. La souffrance émerge souvent lorsque l'ego prend le contrôle et se considère le maître de ton existence. Cet ego, quand il devient dominant, te coupe de ta véritable essence, créant une illusion de séparation et d'isolement. Il t'entraîne dans un tourbillon de désirs incessants. Je suis certaine que ça résonne en toi ce que je suis en train de dire, de comparaison et de compétition, générant du stress chronique et de l'insatisfaction. La souffrance est d'autant plus accentuée que l'ego, par sa nature, est toujours en quête de plus, jamais satisfait, toujours en désaccord avec le moment présent. Il t'éloigne de la simplicité, de l'acceptation et de la paix intérieure. Pour comprendre la source de l'ego, il est important d'examiner les perspectives de la psychologie, de la sociologie et de la biologie. Bien que ces disciplines soient fascinantes, il est important de noter que les expériences personnelles et les certitudes que nous avons acquises au cours de notre vie sont également des facteurs significatifs à considérer. Je vais en parler donc brièvement pour ne pas rallonger le contenu déjà très costaud de ce podcast. Ce que dit la psychanalyse, donc on va voir ensemble quelques points. Selon Freud, par exemple, l'ego se développe pour médier entre les désirs instinctifs du ça et les contraintes morales du surmoi. Donc il va commencer à se former dans la petite enfance à mesure que l'enfant apprend à équilibrer ses besoins, donc les besoins instinctifs, le ça, Freud l'appelle comme ça, et ces besoins instinctifs, ces besoins et désirs, donc ça c'est les besoins vraiment c'est fondamental, ils sont à l'intérieur de nous, avec les attentes et les normes familiales et sociétales, on va dire les contraintes, qu'on appelle le surmoi. Donc tout ça, tu vas remarquer dans ta propre vie ou si tu te rappelles de ton enfance, déjà dès petit, on nous apprend à s'adapter, à rentrer dans des moules. Et c'est exactement ça en fait, les normes. Qui a posé ces normes? Ok, il y a des normes qui sont logiques et utiles et bien nécessaires dans la vie sociétale, on va dire, dans la vie familiale, je suis d'accord avec toi. Mais il y a des choses aussi qui sont over, qui sont trop, qui n'ont pas d'utilité vraiment, qui sont là juste pour restreindre l'humain dans son expansion. Et donc l'ego, ce qu'il va faire, il va se positionner entre les deux. Ses besoins, ses désirs instinctifs et naturels qu'il vient avec, et les contraintes sociétales et les images et les normes qu'on attend de lui. Voilà, il est médian, il est entre les deux. Et son but est plutôt sain. On va voir quand est-ce que ça dérape. On revient maintenant à la sociologie. Qu'est-ce qu'elle en dit? Donc l'environnement social et culturel dans lequel nous grandissons tous joue également un rôle crucial dans le développement de l'ego. Les valeurs, les croyances, les normes culturelles, ça influence beaucoup notre perception de nous-mêmes, notre façon de voir le monde et d'interagir avec les autres. Du côté de la biologie maintenant et des neurosciences, l'ego peut être considéré comme le produit de l'évolution de notre cerveau, tout simplement. Les parties du cerveau responsables de la conscience de soi, la réflexion et la prise de décision ont contribué à la naissance de l'ego. Ok, donc la partie consciente qui est là pour choisir, analyser, calculer, etc., a contribué à la naissance de l'ego dans le subconscient. Donc cette capacité à se percevoir en tant qu'individu à part entière aide à la survie et à la navigation dans les relations familiales, amicales, amoureuses, etc., et dans la société. Enfin, notre ego est façonné par nos différentes expériences personnelles, donc interaction avec la famille, les amis, l'école et le monde du travail. Tous ces paramètres contribuent au façonnement de la perception que nous avons de nous-mêmes et par conséquent, notre rôle dans le monde, notre place. L'ego, comme nous venons de le voir, se construit au fil du temps. Il est le résultat d'un processus dynamique et continu, influencé par des facteurs externes et internes. La partie qui va suivre va être très claire pour que tu puisses commencer à conscientiser les mécanismes et process qui se sont effectués en chacun d'entre nous.
On vient au monde, ok, dans une famille, un environnement, un pays. On arrive dans une société déjà établie avec ses codes, ses principes, ses règles, ses lois, bonnes et moins bonnes. Ok? Au départ, nous n'avons pas les outils qui nous permettent de comprendre ce qui se passe dans notre entourage. Nous arrivons avec un disque dur vierge, une page blanche, et nous commençons à remplir cette page avec tous les apprentissages qu'on va faire, toutes les émotions qu'on va ressentir, et bien sûr toutes les croyances et certitudes qui vont piloter en automatique toute notre vie à venir à mesure que nous évoluons. Depuis la petite enfance en fait, on suit ce qui se passe. Nous acceptons et nous adaptons. On fait ça sans cesse. C'est ce qu'on fait depuis le commencement de notre vie in utero et jusqu'à l'âge de 7 ans environ. Autrement dit, notre cerveau, super puissant, enregistre des programmes afin de nous permettre d'évoluer facilement. Il a été créé pour ça. À chaque fois que nous allons rencontrer une situation similaire à ce qu'on a vécu enfant, et si ça correspond à une donnée qu'on a déjà enregistrée, le subconscient propose tout de suite le programme ou la réponse adaptée. Ça ne veut pas dire qu'il va arrêter d'enregistrer après l'âge de 7 ans, ce serait trop facile. Il va continuer à le faire jusqu'à la fin. Voilà. C'est juste qu'à 7 ans, l'enfant développe des capacités qui lui permettent d'analyser et de comprendre. Donc l'individualité, le raisonnement, etc. Avant 7 ans, enregistrement automatique des différentes données. Après 7 ans, énergie mentale développée, l'enfant commence à gérer ses pensées comme une personne à part entière. Il découvre son individualité, son être qui est séparé de sa maman à laquelle il s'identifiait jusqu'ici. Chez certains enfants, ça peut intervenir avant 7 ans ou un petit peu après 7 ans. C'est pas figé à cet âge-là. Le subconscient, comme un puissant organe magnifique, a déjà stocké jusqu'ici énormément de données. Des belles émotions, des blessures également, des blocages, des croyances, tout un tas d'informations à droite à gauche, énormément de filtres que je vais appeler justement ces informations, je vais les appeler filtres qui se sont installés, issus de son environnement. Donc nous continuons à nous imprégner de tout ce qui nous entoure, nous stockons énormément d'informations. Si on ne fait pas attention, bien sûr, environ 65 000 opérations par jour, et il y en a qui nous servent, bien évidemment, mais malheureusement, beaucoup ne nous servent pas du tout, et au contraire, elles nous nuisent. En fait, elles fonctionnent en arrière-plan, et c'est elles finalement qui guident un petit peu nos décisions sans qu'on le sache. Nous n'avons pas appris à analyser et à traiter ce qu'on reçoit comme information, ce que nous voyons, ce que nous entendons consciemment et inconsciemment, ce que nous ressentons dans les situations que nous vivons, ce qui passe en information subliminale, et ça j'insiste dessus, et ce que nous absorbons comme énergie. Nous faisons passer tout ça par les filtres de notre subconscient installés à notre insu, et nous réagissons et prenons des décisions en fonction de lui, notre ego. Il a grandi et pris de l'importance depuis notre conception. C'est un magnifique organe ultra puissant qui a été créé pour que nous soyons des créatures sublimes sur cette terre, afin que nous fructifions notre vie dans cette magnifique aventure terrestre. Mais nous n'avons pas appris à vivre consciemment, à ressentir les émotions telles qu'elles sont, pour nous permettre d'analyser, de comprendre les messages derrière ce que nous recevons comme information, pour nous permettre aussi de nettoyer les blessures au fur et à mesure. Nous avons juste appris à réagir. Nous avons un pouvoir enfoui au fond de nous, le pouvoir de ressentir, de comprendre, d'analyser, de guérir, de prendre des décisions, de réagir pour grandir. Mais les filtres se sont installés petit à petit et ils ont pris le plein pouvoir. Ils continueront d'opérer dans le but de te faciliter la vie tant et aussi longtemps que tu seras inconsciente, absente de ta vie. Le subconscient n'a pas été créé pour juste te faciliter la vie en se basant sur tout ce qu'il a enregistré sans que tu aies un regard dessus. Ok, il n'a pas été créé juste pour ça. Ok, tu crois que c'est ça la vie? Le subconscient a été créé pour que toi, tu crées la vie que tu veux vivre. Ton vrai toi, c'est ton moi profond, ton essence de l'intérieur, ton âme,
Quand tu apprendras à vivre en conscience, tu vas voir clairement la vie que tu veux avoir et le subconscient sera à ton service pour la créer. C'est ça qu'on essaye de comprendre depuis le début. Connaître les causes de cette prise de pouvoir va te permettre de remplacer ce qui est nocif par ce qui va te servir. Et ça va te permettre en fait d'évoluer vers ta nouvelle version. Donc je vais te donner les causes et dans le prochain podcast, on va aborder les solutions. Alors les causes, bien sûr, cette liste n'est pas exhaustive, mais je te donne quand même les principales. Dans un premier temps, moi je parlerai de l'influence de la famille. Ok, on arrive tout de suite dans une famille, on n'arrive pas dans la société comme ça sans famille. Donc moi je dirais l'influence de la famille, donc l'éducation, l'environnement, la société bien sûr par la suite. Nous sommes en quelque sorte programmés par tout ce système. Ok, et là il ne s'agit pas de jeter la pierre à nos parents ou à nos familles, pas du tout. Ils ont fait la meilleure chose qu'ils avaient la possibilité de faire, c'est-à-dire qu'ils nous ont offert la meilleure éducation selon eux à cette époque, avec les informations qu'ils avaient, avec les outils, avec les programmations que eux-mêmes ils avaient. Donc tu comprends un petit peu, si tu reviens en arrière, tu fais un zoom out, tu vas voir que ils ne font que transmettre. Comme aujourd'hui, toi, ce que tu es devenu, tu travailles sur toi, si tu es maman, bien sûr, tu vas élever tes enfants selon une certaine manière. Tu vas pas élever tes enfants comme moi j'élève mes enfants, ou comme l'autre va élever ses enfants, ou comme l'autre, ou comme l'autre, ou comme l'autre. Donc on est tous différents. Donc là, il ne s'agit pas de jeter la pierre, pas du tout. Le jour où on comprend un peu notre fonctionnement, c'est pour opérer des changements aujourd'hui. C'est pas pour revenir en arrière et blâmer qui que ce soit. Et personne dans cette terre n'est victime, personne n'est bourreau et personne n'est sauveur. Ok ? Ces trois positions-là sont des prisons pour l'être humain. Donc, pas la peine de se sentir victime de qui que ce soit, pas la peine de se sentir aussi oppresseur de qui que ce soit, pas la peine aussi de vouloir être sauveur de qui que ce soit. Ok ? Chacun a son expérience à vivre dans cette vie. Donc là, je t'identifie ou je t'aide à identifier juste les sources et je te mets en fait le projecteur sur les causes qui ont mené toute l'humanité à vivre comme ça en autopilote. Ok ? Donc la première, je dirais l'influence donc de toutes les programmations qu'on a subies petit. Donc ça commence dans la famille, l'éducation qu'on reçoit, la famille, les grands-parents, etc., toutes ces choses qu'on nous a dites, etc. L'environnement, c'est ça. La société, donc l'école, par la suite le collège, le lycée, l'université, le monde du travail, etc., Les amis, bref. Donc tu as compris toute cette influence-là. Ensuite, je dirais la société de consommation d'aujourd'hui, donc ce qui nous pousse à faire des choses qu'on n'a pas besoin finalement, juste dans le but de s'enrichir. Donc ces personnes-là qui sont derrière, qui nous poussent à la consommation, c'est pour un but bien lucratif. Ok, donc consommer. Donc c'est une société vraiment qui est devenue une société de consommation. Je ne suis pas contre bien sûr la consommation, on doit bien sûr consommer, mais avec justesse. Ok. Donc la société de consommation à outrance, les médias aussi qui nous véhiculent énormément de choses jusqu'au jour où l'être humain décide d'arrêter d'alimenter son cerveau avec n'importe quoi. Moi, quand j'ai arrêté les médias il y a quelques années maintenant, waouh, c'est le jour et la nuit dans ma vie. La montée de la culture de célébrité, ok, ça renforce cette idée de l'ego et de l'image de soi. Ça, on le voit trop dans les réseaux sociaux et dans pas mal de domaines. On a la société aussi qui pousse à la compétition. On le voit dès l'école. Des écoles qui mettent la pression aux parents et aux élèves et donc ils rentrent dans cette espèce de compétition il y a une compétition bien sûr qui est très très saine, mais il y a aussi la compétition qui est malsaine et qui est trop poussée et l'enfant dès petit baigne dans cette énergie de compétition. Bien sûr pas saine, je rectifie juste pour ne pas qu'on me dise oui mais la compétition, oui, la bonne compétition et encore. Ok, ça peut-être je pourrais y consacrer un autre sujet.
Et moi, je dirais à la fin, les nouvelles technologies et l'accès immédiat aux différentes informations. La gratification instantanée, comme les likes, les commentaires sur les réseaux sociaux, ça aussi, ça alimente l'image de soi. Ok ? Je mets une photo, je regarde combien de likes j'ai eu, combien de cœurs, pourquoi l'autre ne m'a pas liké, pourquoi l'autre elle a plus de likes que moi. Donc des choses comme ça, si on est dedans, ça alimente énormément l'ego. Et quand il n'y en a pas, justement, ça nuit ça nous nuit en fait indirectement en nuisant à cette image de soi qu'on a. Ok, au final, on va ressentir plein d'émotions qui sont très très basses en énergie. Donc des émotions comme la tristesse, la peine, la jalousie, etc. Tous ces facteurs vont t'éloigner de ton essence de vie, te déconnectent de ton être, et quand tu es déconnecté, c'est l'ego qui prend le relais. Alors, est-ce que tu es prête à reprendre le contrôle de ta vie après tout ce que je t'ai développé depuis tout à l'heure? J'espère que la réponse est oui. Dans le prochain épisode, je te donnerai les premières pistes de ta libération. Quand tu feras les petits changements que je vais te suggérer au quotidien, tu vas commencer à savourer une vie qui te ressemble, une vie pleine de sens. Merci d'avoir pris le temps d'écouter cet épisode d'Essence of Life. J'espère qu'il t'a apporté des pistes pour commencer à comprendre comment ta fausse identité a pris ta place. Prends le temps aujourd'hui de te poser quelques questions pertinentes avec ce que je t'ai développé, de t'observer avec bienveillance et de commencer ce voyage vers ta vérité. Si cet épisode t'a inspiré, n'hésite pas à le partager avec une amie qui pourrait en avoir besoin. Ensemble, continuons de nous reconnecter à l'essence de la vie. Prends soin de toi, protège ta paix intérieure et à très bientôt pour un nouvel épisode. C'était Zara by Umae.